Bon, bah écoutez, ça a démarré fort. En réalité, la première session était assez consensuelle, c'est-à-dire que entre Nathalie et Benoît, il y avait une espèce d'harmonie totale. Je pense que vous avez un peu de tendance à simplifier les choses, mais derrière le mot égalité, on met tellement de choses. Je vous suggère donc maintenant que on ait un vrai débat sur le sujet. Nous avons des autorités exceptionnelles sur le plan de la légitimité sur ces sujets. Je commence évidemment par Régis Genicot, qui est député de la Loire. Je regarde l'ensemble des titres, mais qui est vice-président du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques. Donc on est au cœur de ce que nous souhaitons de plus en plus faire et voir. Et peut-être des remarques sur ces thèmes-là. Après, Monique Cantos-Perber, est-ce qu'on a besoin de la présenter? Pas plus d'ailleurs, Régis. Elle est présidente de PSL, mais elle était patron d'Ulm. Et on sera plutôt dans un registre pas tout à fait cohérent, j'imagine, avec les positions de Benoît Hamon. Enfin, à voir, hein, si l'égalité, c'est. Et enfin, Jean-Paul de Godemar, qui est à la fois une carrière très complète, à la fois d'économiste, de recteur, de réorganisateur du système scolaire, puisqu'il avait largement préparé la réforme des lycées, et qui aujourd'hui est revenu de l'enseignement supérieur auprès de Mme Fioraso comme conseiller spécial. Donc, on part d'une base, j'allais dire, Nathalie Benoît, assez, on va dire, claire sur ce qu'il faut faire. Bon, et je vous suggère qu'on démarre peut-être. Régis, si tu veux bien démarrer, puis peut-être Monique, Jean-Paul, qui a un regard. Je vous rappelle que la question, elle choque évidemment Benoît Hamon, mais c'est en fin de parcours, non seulement il y a l'égalité, mais il y a aussi l'efficacité par rapport à ce qui intéresse les gens, c'est-à-dire un résultat de croissance. Et donc, il faut qu'on s'interroge sur ce thème-là. Petite aussi remarque par rapport à ce qui a été dit, qui était dit avec beaucoup de talent et beaucoup donc de conviction, mais si on décide qu'on met le paquet sur le primaire, on en enlève un peu sur les autres cycles. Et à très juste titre, Jacques Pelletan a rappelé qu'on avait plutôt mis le paquet sur le supérieur dans les dernières années. Donc ce sont des choix de politique publique et qu'on ne peut pas totalement les écarter. Puis, Nathalie, comme c'est autour de tes travaux que nous travaillons, si tu veux bien répondre à la fois à Jacques, à Jean-Paul, à Régis et à Monique. Voilà, j'ai animé, c'était formidable. Bien, merci Jean-Hervé Lorenzi. Bonjour à tous. Je vais essayer de ne pas répéter ce qui a été dit auparavant, à la fois par Nathalie Chussot et par Benoît Hamon, parce que je suis d'abord en total accord avec ce qui a été déjà dit auparavant, et que dans des précédents travaux au comité d'évaluation et de contrôle, j'ai déjà eu l'occasion, sur un sujet qui était la performance des politiques sociales en Europe, de dire que la priorité à l'école primaire et la scolarisation des enfants de 3 ans devait être une priorité pour notre pays. Donc, comme je n'ai que moins de 10 minutes et que je vais essayer de m'y tenir, comme on essaie de s'y tenir en temps de parole à l'Assemblée nationale, bien évidemment, moi, je n'aurai pas le temps de vous résumer un rapport que nous avons commis avec Jean-Frédéric Poisson, député des Yvelines, au comité d'évaluation et de contrôle, et qui date de l'an dernier, et qui s'intitule « Construire des parcours de progression sociale pour et avec les jeunes ». En fait, c'est un rapport sur la mobilité sociale. Bon. Si je peux dire des choses un petit peu complémentaires de ce qui a déjà été dit auparavant. Moi, je voudrais déjà commencer, puisque nous sommes dans une chaire qui traite aussi de la démographie, par dire que nous avons, en France, un formidable atout, en tout cas c'est ce que je pense, une force qui est notre jeunesse. On ne le dit pas assez. Et ce n'est pas simplement la question du dynamisme démographique, ça on le dit souvent, et c'est quelque chose qui nous est envié partout en Europe, et en particulier par nos voisins allemands.
qui n'ont pas tout à fait la même évolution démographique. Donc c'est pas simplement l'indice de fécondité supérieur à 2 par femme aujourd'hui qui nous place juste derrière l'Islande au niveau des pays de l'OCDE, c'est aussi la force de la jeunesse quand on prend le pourcentage dans la population des moins de 25 ans. Aujourd'hui, la France, c'est 25% de sa population qui a moins de 25 ans. C'est-à-dire que ça nous place en tête des pays européens, juste derrière l'Irlande. Ça, c'est une force. Et puis nous avons essayé d'analyser aussi ce qu'étaient les faiblesses de notre modèle, bien évidemment. Première caractéristique et forte faiblesse, ça a déjà été dit, c'est une mobilité sociale qui est aujourd'hui grippée. Alors, il y a des chiffres qui ont été donnés tout à l'heure par Nathalie Chusseau. C'est vrai qu'on s'est surtout basé sur une enquête qui maintenant est un peu vieille, qu'on appelle l'enquête FQP de l'INSEE en particulier, qui date de 2003, et qui mesure à la fois la mobilité en termes, on va dire, intergénérationnels, on appelle la mobilité verticale, et puis qui mesure aussi, et donc là on mesure par rapport à votre catégorie sociale professionnelle de votre père. C'est même pas une étude genrée, hein, c'est pas par rapport à votre mère, c'est par rapport à votre père, à l'âge de 40 ans. Est-ce que vous avez évolué? Est-ce que vous avez changé de position sociale, oui ou non? Donc la mobilité intergénérationnelle. Et puis, il y a la mobilité intragénérationnelle, ou ce qu'on appelle la mobilité professionnelle. Là, c'est le changement de catégorie sociale et professionnelle au cours d'une carrière professionnelle. On a un modèle qui est caractérisé en France par une forte reproduction sociale, une faible mobilité verticale, hein. Et donc là, il y a 2 chiffres qui sont très éclairants. C'est qu'en 2003, en tout cas, il y avait 50% de fils de cadres qui sont eux-mêmes devenus des cadres, et qu'il y a 50% de fils d'ouvriers qui sont devenus eux-mêmes ouvriers. Donc là, on prend les 2 extrêmes, mais c'est des chiffres qui sont très parlants et très édifiants. Mais on a aussi une faible mobilité horizontale, c'est-à-dire qu'en fait, en France, on a des parcours assez linéaires, où les destins se fichent tôt, ça a été dit tout à l'heure, très précocement, et on sait que ces destins sont fortement impactés par les résultats du système éducatif, avec une place du diplôme qui est une place qui est prépondérante, pour ne pas dire étouffante. On a un système éducatif, là aussi ça a été dit, qui conduit à un échec scolaire, une grande partie des élèves moyens ou des élèves issus des familles modestes. Donc ça, c'est la première caractéristique. On a une mobilité sociale aujourd'hui, effectivement, grippée. Deuxième caractéristique, ça renvoie aux chiffres sur l'échec scolaire et sur le décrochage. Le décrochage est un phénomène massif en France. 130 000, 140 000 jeunes qui sortent chaque année du système éducatif sans diplôme, c'est 17% d'une classe d'âge. Et pour moi, pour nous, on l'a écrit très, très, très clairement dans ce rapport, le décrochage est une perte de richesse économique et sociale pour la nation qui est considérable. Et que l'on paye, d'ailleurs, par des coûts de dépenses de réparation sociale très forts. Donc ça doit être la première priorité aujourd'hui des pouvoirs publics, de l'éducation nationale en particulier. Il y a aussi des dispositifs de seconde chance en dehors de l'éducation nationale, où il faut que nous ayons, nous les pouvoirs publics, un objectif de raccrochage encore plus ambitieux, j'ai envie de dire, que ce qui a été déjà fixé ces dernières années ou ces derniers mois. Troisième caractéristique de notre modèle, et j'en termine sur mes remarques préliminaires avant de venir à quelques suggestions, c'est que nous avons un problème spécifiquement français aujourd'hui d'emploi des jeunes, plus largement de transition vers l'âge adulte, et ça pose toute la question de l'autonomie. Je vous donne quelques chiffres sur l'emploi des jeunes. 3 ans après la fin des études, le taux de chômage des jeunes non diplômés atteint 40%. C'est 10 à 11% pour les diplômés de l'enseignement supérieur. 40% pour les non diplômés, 10 à 11% pour les diplômés de l'enseignement supérieur. Le taux d'emploi des jeunes de 15 à 24 ans place la France à la remorque de l'Europe. Il est inférieur de plus de 4 points à la moyenne de l'Union européenne. On est à peu près à 30% aujourd'hui de taux d'emploi
pour les 15-24 ans. Les jeunes Français et les jeunes Françaises sont beaucoup plus touchés que les autres par la pauvreté et la précarité. Le taux de pauvreté des jeunes est aujourd'hui à 25%, c'est presque 2 fois plus que la moyenne nationale. Bon, on a les chiffres de l'INSEE qui viennent de paraître, aux environs de 13-14%. À 23 ans, le taux d'emploi en CDI ne dépasse pas 33%. Autre chiffre très intéressant, au cours des 3 années qui suivent la sortie de formation, la durée moyenne d'emploi des jeunes reste très faible et il leur faut attendre environ 5 ans, quel que soit leur diplôme, pour obtenir un emploi stable. Donc on voit là aussi la question de la précarité. Bon, ces remarques préliminaires pour dire qu'entre le modèle de mobilité sociale grippée, la question de l'échec scolaire et du décrochage, la question spécifiquement française aussi de l'emploi et du taux d'emploi des jeunes, on a aujourd'hui des moyens financiers et budgétaires considérables qui sont mobilisés sur les politiques en direction de la jeunesse, plus de 80 milliards d'euros, si on prend l'ensemble des missions budgétaires et pas simplement l'éducation nationale, mais qui sont consacrées aux politiques de jeunesse, et qu'aujourd'hui, on a effectivement un manque criant d'efficacité de ces politiques publiques. Alors, quelques pistes, je n'en évoque que quelques-unes, bien évidemment complémentaires de ce qui a été déjà dit tout à l'heure, et notamment sur l'école primaire. On a essayé de regarder comment aussi on pouvait améliorer le parcours des jeunes de formation dans le secondaire. Aujourd'hui, on a souvent des parcours d'orientation qui sont subis, qui ne sont pas choisis. On a aujourd'hui des filières professionnelles qui ne sont pas suffisamment valorisées. Donc, par exemple, le fait de dire, pour tous les jeunes collégiens qui rentrent en 6e, on vous propose dès la 6e un parcours individualisé de découverte des métiers et des formations à partir de la 6e, oui, ça permet d'avoir une orientation mieux choisie et mieux valorisée. Il faut aussi, je ne sais pas si Jean-Paul de Godemar y reviendra tout à l'heure, diversifier l'offre scolaire au sein du collège unique, et notamment par rapport aux élèves en difficulté, en ayant une offre à travers des classes relais, à travers des 3e alternatives qui conviennent beaucoup plus à un accompagnement plus personnalisé de ces élèves en difficulté. Il y a toute la question de l'articulation entre le secondaire et le supérieur. Moi, je crois beaucoup à la question des dispositifs de tutorat ou de parrainage, ou de transition. Vous connaissez les cordées de la réussite, par exemple. Très bon dispositif qu'il conviendrait de généraliser. Il y a tout ce qui concerne les bureaux d'aide à l'insertion professionnelle dans l'enseignement supérieur, qui font du bon boulot. Il y a l'accompagnement spécifique qui commence à se développer aussi des étudiants en bac professionnel par rapport aux filières courtes de l'enseignement supérieur. Donc tout ce qui est transition enseignement secondaire à enseignement supérieur, tous ces mécanismes-là, il s'agit aussi de les développer. Et puis, je termine sur la question du décrochage scolaire. Si on veut vraiment en faire une priorité en termes de pouvoir public, aujourd'hui, il suffit déjà de mieux utiliser les ressources actuelles de l'éducation nationale. Il y a 40 000 places vacantes dans les lycées professionnels aujourd'hui. Il y a 48 000 places vacantes dans les internats de l'éducation nationale. On a aujourd'hui des écoles à la deuxième chance, qui sont un dispositif qui marche assez bien et qui pourtant ne sont pas présentes sur l'ensemble du territoire. Donc, simplifions ces dispositifs de seconde chance, utilisons mieux les ressources de l'éducation nationale. Et puis, je termine sur la question de l'autonomie. On a aujourd'hui entre 5 et 5,5 milliards d'euros d'aides qui sont consacrées aujourd'hui aux plus jeunes, d'aides à l'autonomie. Entre les allocations logement, d'un côté, les bourses sur critères sociaux et les dispositifs fiscaux comme la demi-part fiscale pour les foyers, les parents qui rattachent les jeunes de moins de 25 ans. Quand on fait l'effet redistributif cumulé de ces 3 aides, on obtient une courbe en U. Ce qui fait qu'aujourd'hui, grosso modo, les bourses sur critères sociaux, c'est 35% des étudiants, 500 000 étudiants à peu près, qui bénéficient plutôt
aux catégories les moins favorisées, plus modestes. La demi-part fiscale, aujourd'hui, qui bénéficie à peu près à 1,8 million de foyers fiscaux, qui très clairement favorise les classes les plus aisées. Et puis au milieu, on a les classes moyennes, 40%, qui représentent 40% de la population, hein, c'est à peu près entre le 4e et le 7e décile, et qui ne perçoit que 27% de ces 3 aides cumulées. Donc on a un dysfonctionnement majeur sur la question des aides à l'autonomie des jeunes et des étudiants en particulier. Donc nous, ce que nous avons proposé, en dehors de l'objectif ambitieux d'aller jusqu'à 50% d'étudiants boursiers sur critères sociaux, on va y aller progressivement, c'est de refondre ces mécanismes d'aide, et notamment ces aides fiscales, pour les ajuster en fonction des charges réellement supportées par les familles, et en fonction aussi des revenus. Plus les revenus montent, et plus ces aides doivent être dégressives. Voilà. En tout cas, la courbe en U, elle n'est pas satisfaisante du point de vue des pouvoirs publics et des élus que nous sommes. Voilà ce que je voulais dire pour simplement évoquer quelques pistes de ce rapport sur la mobilité sociale des jeunes. Merci beaucoup, c'est très très...